Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Stéphane Soumier avec Bismart, 19h30, 20h. Salut à tous, c'est Bismart sur Sud Radio. Allez, au cœur de l'innovation, comment est-ce qu'on réinvente les métiers finalement pour se donner plus de dynamisme? Vous allez voir ça, la logistique pour, alors j'allais dire pour vous, oui, si vous êtes notamment petit commerçant, vous allez voir ça. Et puis ensuite, le marketing à travers les réseaux sociaux, c'est parti. Innovation donc maintenant, je vous le dis, expertise, innovation, voilà, dans cette émission. Enfin, innovation, j'en sais rien d'ailleurs, est-ce que c'est vraiment innovant? En tout cas, oui, l'idée est innovante. Timothée, il ne faut pas vous appeler Timothée, alors Tim Dumain, président, vous êtes président fondateur de Big Blue, c'est ça C'est sur votre fiche. Ouais, c'est sûrement sur comme ça que vous fiche. C'est une feuille de jour. papier, hein. C'est pas une fiche, hein, c'est du A4. Hein. C'est moi qui le fais, hein, pas de... Elles sont très bien. On n'est pas staffé. Hein, non, allez, parce qu'on n'a que 9 minutes et c'est super intéressant ce que vous racontez. Racontez-moi ce que c'est Big Blue. Moi, alors, je vais le dire très très vite. Pourquoi est-ce que ça m'a intéressé? Parce que on est donc dans cette accélération aujourd'hui de la digitalisation du petit commerce. On a beaucoup raconté dans cette émission, et je vais continuer à le faire, qu'il faut le faire massivement et que derrière, il y a des gisements d'emplois nouveaux formidable au cœur des villes. Enfin, quand on tire, il y a deux fils dans cette crise. Vous allez voir où je vais en venir. Hein. Il y a deux fils dans cette crise quand on les tire qui donnent le vertige. Il y a le télétravail pour tout ce qui est réaménagement du territoire, et il y a en fait la digitalisation du petit commerce pour tout ce qui est revitalisation des centres-villes. Voilà. Sauf qu'il manque une brique essentielle. C'est nous. C'est la logistique. Mais vous parlez de digitalisation du petit commerce. Le petit commerce, il n'est pas forcément mort. Alors évidemment, il y a la si il ne situation... digitalise pas, si... Alors, il y a le Covid, il y a plein de problématiques, mais le commerce, le petit commerce doit passer d'un commerce d'étagère à un commerce d'expérience. Et finalement, là où on va acheter, effectivement, c'est peut-être le e-commerce. Mais tester le produit, c'est aussi... Non, mais ouais. C'est ça la digitalisation, Tim. Non, mais attends. Alors là, je vais être clair. Si les gars n'ont pas, ne serait-ce que les adresses mail de leurs meilleurs clients, bien sûr. Covid, pas Covid, ils vont... Ah ben oui, mais aujourd'hui, ils l'ont pas, Tim, tu vois, alors on va être clair là-dessus. S'ils n'ont pas un moyen à un moment de prendre une commande autrement que par téléphone, où on appelle la pauvre dame qui est à la caisse et qui est en train d'encaisser les courses du samedi après-midi, ça le fera pas non plus. Ouais, mais voilà. C'est pas nous qui allons faire ça. Non. Nous, on permet vraiment à n'importe qui de lancer sa marque et finalement de défier toutes les marques qui sont en place, les marques conventionnelles. Ouais. Et on le fait avec quoi? Avec de l'expérience utilisateur, avec de la logistique ultra performante. Et finalement, nous, la définition de ce qu'on fait, c'est de connecter des entrepôts, de préconnecter des entrepôts, de préconnecter des transporteurs et de rendre disponibles ces entrepôts, ces transporteurs grâce à une application qui est ultra performante. On commence comme ça. On peut commencer sa logistique en un claquement de doigts. Il n'y a plus besoin d'avoir un responsable logistique dans son équipe. Il n'y a plus besoin d'être une grosse boîte pour faire bien la logistique. Et en fait, avant, finalement, il n'y a que les gros qui pouvaient faire les choses bien. Ouais. Mais on a vu qu'avec Shopify, vous avez sûrement déjà entendu parler de Shopify, on peut lancer son site et être disponible partout dans le monde très rapidement. Alors attends, moi je cherche pas encore à être disponible partout dans le monde. Ok. Déjà, je veux... disponible partout en France. Oui. Non, mais tu as commencé en disant le commerce ne se sauvera que s'il se transforme en expérience. Ouais. Et ça veut dire que, notamment sur la gestion de mon stock, il faut absolument que je fasse de la place et tu peux, par exemple, toi, m'offrir la possibilité de déporter mon stock et d'aller livrer très très vite. C'est sûr. Le gars, il rentrera dans mon magasin, il sortira avec rien, mais il ce sera chez lui. Voilà. Mais en fait, moi, pourquoi je dis ça? Je dis juste que beaucoup de... Oui, mais ça, il y a que Nike qui peut se permettre de faire ça. Tu vois, il y a que de très grandes... Voilà, c'est ça. Pas forcément. Et pourquoi je disais que effectivement l'expérience elle reste dans le magasin? Parce que il y a énormément de marques qui sont omnicanales. Nous, on fait de la logistique pour le e-commerce, mais aussi pour des gens qui vendent à des magasins. Le magasin n'est pas mort. Le magasin tel qu'on l'a connu il y a 20 ans est mort. Les étagères sont mortes. Par contre, avoir la possibilité de se voir dans les habits, je suis pas sûr qu'on réussisse à le faire en 3D avec des hologrammes très rapidement. Donc effectivement, les deux sont importants et on permet aux marques de livrer si bien les magasins que les clients finaux très rapidement avec une expérience. Parce qu'on a aussi besoin d'avoir une expérience de livraison. Et l'expérience de livraison, le niveau d'attente des consommateurs, il est extrêmement élevé maintenant. Parce que on a nos amis d'Amazon et Sarenza et plein d'autres gros qui ont dit ok, la livraison ça doit être quasi immédiat, quasi gratuit et tout le monde doit s'aligner.
Comment est-ce que toi, on en vient au cœur du truc, comment est-ce que toi, Big Blue, jeune entrepreneur, vous êtes une équipe de 3, je crois, hein, pour... Équipe fondatrice de 3, ouais. Voilà, équipe fondatrice de 3 pour démarrer l'ensemble de cette aventure. Comment est-ce que toi, justement, tu arrives comme ça à me garantir cette excellence dans l'expérience de la livraison? Alors, il y a une très bonne tech qui se connecte à des assets existants, à des choses qui existaient avant. Donc, des gros entrepôts qui savent faire leur métier. Ça fait 20 ans qu'ils font ça. Des transporteurs qui savent faire leur métier. Et nous, on va utiliser toute cette... Et ils sont pas déjà sursollicités par l'ensemble de tes gros concurrents, l'ensemble des expressistes aujourd'hui qui nous livrent toute la journée? Ouais, mais en fait, pour un gros entrepôt, avoir des gros clients, c'est un risque. C'est un risque parce qu'il y en a un qui s'en va, plus jamais il reviendra et on perd 20% du chiffre immédiatement. Et en fait, c'est aussi un pan de marché qu'ils n'arrivent pas à atteindre. Ouais. Ils savent très bien qu'il y a énormément de nouvelles marques, des DNVB, on a entendu ce mot plein de fois, en fait, qui se lancent... Donne-moi DNVB. Digital Native Vertical Brand. Voilà. Ok. Qui démarre sur le net. Voilà. Ouais, c'est un gros mot pour dire que c'est des marques qui naissent, qui sont pure players, qui vont directement aux consommateurs et qui s'embêtent pas avec les conventions. Voilà. Et ces marques-là, finalement, ça devient un pan de marché de plus en plus gros. Il était peut-être à 30% en 2019, un peu plus gros en 2020. J'ai pas encore les chiffres, mais il faut aller les attaquer. Et les logisticiens, ils voient tout ce pan de marché leur filer sous le nez. Et ils se disent, c'est le futur. Et je suis pas encore dans le futur. Donc nous, on leur donne l'accessibilité à ce pan de marché. Aussi simplement. Et finalement, nous, c'est du win-win. On est entre les deux et on convient à tout le monde. Les entrepôts sont contents et les marques sont D'accord, rapides. mais toi, ton défi, c'est d'assurer. Parce que Amazon, DHL et les autres, de l'entrepôt jusque chez moi, ils maîtrisent toute la chaîne. Toi, tu dois passer de l'entrepôt au transporteur qui travaillent pas forcément ensemble, enfin en tout cas c'est pas la même maison, etc. Et tout. Tu dois recréer une chaîne logistique. J'ai pas dit que c'était pas un challenge. Ouais, c'est ça. Si c'était facile, d'autres l'auraient fait. Alors. Exactement. Mais on est surtout très tech-driven et finalement c'est ça qui va faire que tout est connecté. Et on construit la tech qu'on a aujourd'hui depuis 2 ans et demi. C'est Mathias, un des cofondateurs. Donc d'avoir un cofondateur tech, c'est extrêmement important là-dedans. Et des opérations, oui, il faut être très fort en opération. Ça veut dire qu'il faut avoir un pied dans l'entrepôt aussi. Ça veut dire qu'il faut avoir un pied chez les transporteurs. On n'a pas le choix. Donc ça, c'est William, mon autre cofondateur, qui fait ça. Ouais, mais c'est vrai que c'est très intéressant. Je n'avais pas du tout cette perception. Tu leur offres en fait à ces transporteurs qui sont quand même sursollicités. Moi, c'est une des questions que je me pose. Je me demande s'il y a même de la concurrence dans ce secteur. Tellement aujourd'hui, il y a de sollicitations pour la livraison. Tu leur offres en fait une galaxie de clients tout à coup. Toi, tu arrives avec une galaxie de clients qui leur donne beaucoup plus de sécurité sur leurs investissements. Alors, pour répondre à la première question, c'est vrai que la sollicitation des transporteurs elle est énorme. Là, avec le marché qui est en train d'exploser, bien sûr qu'ils sont sursollicités, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas envie de grossir, et ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de nouveaux acteurs. Ouais. Un entrepôt, oui, c'est dur de faire un entrepôt, mais il y a plein de grands groupes qui créent des nouveaux entrepôts tous les jours et qui veulent les remplir. C'est des murs, des gens. Évidemment, il faut les installer et il faut beaucoup de cash. Nous, on a décidé de ne pas le faire cette partie-là et d'utiliser ce qui existait. Mais finalement, le marché, il va grossir. Comme tu l'as dit toi-même, livraison gratuite. Ça durera ce que ça durera à un moment quand même. Enfin, je sais pas ce que tu en penses. Mais c'est pas un optimal la livraison gratuite. On est d'accord. Hein. Amazon le fait, il y en a qui le font. En fait, on voit que les clients sont prêts à payer un petit peu, mais ils sont pas prêts à payer le vrai coût de la logistique. Donc forcément, le coût il doit se retrouver quelque part. C'est souvent dans les marges, mais bon. Bon, mais ça veut dire non, mais c'est ça. Donc le commerçant déjà, il va prendre sur sa marge le coût de la logistique, et toi, il faut bien que tu te rémunères aussi. On se rémunère très bien, on se rémunère sur le volume, on se rémunère sur le flux de tous les jours. Ça coûte pas plus cher aux commerçants? Non, en fait. parce que nous on négocie, on a une capacité de négocier qui est bien supérieure. Et finalement, au-delà de juste négocier, parce qu'il y a eu plein de business comme ça où des boîtes achètent en gros et revendent. Sauf qu'il n'y a pas d'intelligence derrière ça. Ouais. Nous on achète, mais on optimise surtout. La tech, les opérations, tout ce qu'on fait, on le fait dans une dynamique d'optimiser et de non pas d'acheter moins cher, mais d'optimiser des prix qui sont déjà préexistants. Et là, finalement, plus rien ne peut nous arrêter. Allez, il nous reste 30 secondes. Le livreur, il arrive étiqueté Big Blue? Non, bien sûr que non. Et un jour, il le fera? Ce qui est important, c'est que le mail qu'il reçoit, le mail que le client reçoit, le mail de livraison, les différents mails de livraison soient brandés, mais pas brandés Big Blue, brandés au nom de la marque. Ouais. C'est ça l'expérience. Ouais, et que le colis qui soit reçu, il soit à l'image de la marque. Et ça, on permet de le faire. À armes égales avec Amazon, alors. Mais mieux. Oui, voilà. Sky is the limit. Merci beaucoup, Timothée Dumain, donc président de Big Blue sur Bismarck.
Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Stéphane Soumier avec Bismart, 19h30, 20h. Timothée Dumain, donc le président de Big Blue, le marketing. Mais là aussi, ça vous concerne directement à travers les réseaux sociaux. Vous allez voir ça dans un instant sur Sud Radio. On reprend les amis, on reprend avec Guillaume David qui est le patron de Made in Vote. Bonjour Stéphane. On va, alors, pour le coup, vous êtes assez nombreux, enfin en tout cas, vous êtes un certain nombre, voilà, on va le dire comme ça, sur ce créneau très très intéressant, qui est d'aller chercher ce que personne, en fait, n'arrive plus à attraper, n'arrive plus à écouter, alors que ce soit pour de grandes causes politiques, ou pour que ce soit pour je vais le dire ici moi, de grandes causes marketing et commerciales. C'est ça, Exactement. Exactement. J'ai créé Made in Vote, qui est une société d'études marketing, d'études conso, qui a la particularité d'avoir intégré le recrutement de répondants en exploitant la puissance des réseaux sociaux. Et c'est justement ces nouveaux canaux de recrutement de répondants qui nous permettent d'aller chercher des répondants qui, historiquement, avec les méthodes classiques, ne rentraient pas dans les cases pour être interrogés. Donc nous, c'est vraiment notre ambition, c'est de pouvoir permettre à des gens qui, historiquement, n'avaient pas l'habitude de s'exprimer dans les sondages, de leur donner la parole. Parce que Made in Vote, votre projet, il est d'abord politique ? Non, pas forcément politique. Le projet, il est né d'une problématique locale. À l'origine, quand j'ai créé Made in Vote, c'était pour pouvoir permettre aux habitants d'un quartier de s'exprimer sur le choix des commerces ou des services qui allaient venir égayer leur vie de quartier. Et le Made in, c'est que c'était fait grâce au vote des gens qui vivent dans le quartier. On a gardé ce nom, mais on a élargi notre savoir-faire parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'en faisant ces études sur les réseaux sociaux très localisées, eh ben, on faisait ressortir des avis de personnes qui n'allaient pas dans les réunions publiques quand il s'agissait de sujets d'urbanisme. Ah mais il n'y a que des retraités dans les réunions publiques. Exactement. Donc c'est pour le coup, personne dans les réunions. C'est de fait assez peu représentatif. Oui, ça je vous le confirme. Mais tout comme dans les méthodes. Pour en avoir vécu un méthodes. certain nombre, je vous le confirme. Ouais. Et en fait, souvent dans les réunions publiques, il faut soit être traité, soit avoir suffisamment de bagou et de confiance en soi pour s'exprimer. Donc de fait, ça biaise la représentativité. Enfin, on peut le dire d'un mot, mais il faut avoir en plus passer des heures sur des dossiers, notamment sur les questions d'urbanisme, qui font que, voilà, soit vous avez le loisir de pouvoir y passer des heures, soit en fait, votre voix ne va jamais compter, quoi. Et on a élargi du coup notre périmètre d'intervention parce qu'on s'est rendu compte que donc on faisait ressortir des voix qui étaient historiquement pas écoutées. Et en fait, on s'est rendu compte que sur les sujets marketing et d'opinion, c'était le même problème. Sur les panels, les personnes qui s'inscrivent, qui font la démarche de s'inscrire dans un panel, donc c'est un fichier mail dans lequel ils vont être sollicités pour répondre à des questions contre une rémunération, ou des personnes qui sont à domicile pour répondre à des enquêtes téléphoniques, ne sont pas forcément représentatifs de tout l'échantillon français, mondial, puisqu'on intervient sur un spectre géographique international. Et grâce aux réseaux sociaux, en fait, on va mobiliser l'avis de personnes qui, historiquement, ne sont pas ciblées, parce qu'on est justement en mesure de les cibler avec une multiplication de critères qui nous permet de toucher des gens selon leur centre d'intérêt. Alors, c'est là où j'ai envie de comprendre. Comment ça marche ? Comment on fait ? Comment ça, et en fait, il faut nous parler simplement, parce que comment, justement, on va aller alpaguer des gens qui, a priori, refusent même, pour certains d'entre eux, d'être alpagués. À partir du moment où on les touche sur les canaux qu'ils utilisent au quotidien. Mais non, mais on les touche. Mais comment on les touche ? Comment on les touche ? Donc, les canaux qu'ils utilisent, ça va être les réseaux sociaux. Donc, on parle de Facebook, d'Instagram, TikTok. Ok. On les touche via des dispositifs publicitaires. En fait, on détourne toutes les publicités qui peuvent être faites sur les réseaux sociaux pour vendre un produit. Nous, on les utilise pour proposer aux gens de donner leur avis sur des sujets qui vont les concerner. On sait que ce sont des sujets qui les concernent, puisque tous ces réseaux nous mettent à disposition des outils qui nous permettent de dire on veut adresser un message, tel message, à des personnes qui ont telle caractéristique. Facebook est capable de vous dire telle personne est fan de vélo, par exemple ? Ouais, alors il va pas nous le dire de manière individuelle, mais il va nous dire je sais que vous allez pouvoir adresser un message à des personnes qui ont ces critères. C'est comme ça qu'on se retrouve à faire des études extrêmement précises, par exemple sur des femmes de 30 à 35 ans, mariées avec 3 enfants, qui vivent dans le 8e arrondissement, qui sont passionnées de vélo électrique. Mais voilà, mais c'est ça qui me fascine. Et ça, c'est compatible
RGPD, protection des données, et avec l'ensemble des éléments C'est tout à fait compatible. dont on parle sans arrêt en ce moment? C'est tout à fait compatible. En fait, les réseaux ne nous mettent pas à disposition les coordonnées individuelles de ces personnes. Ils nous mettent juste à disposition l'opportunité de leur adresser un message publicitaire. Et là, notre travail, c'est de leur donner envie de répondre à notre questionnaire. Je comprends. Et notre questionnaire, après, c'est du déclaratif, évidemment. Les gens donnent leur accord. Non, mais ça y est, je viens de comprendre un truc. C'est-à-dire qu'en fait, vous vous comportez vis-à-vis des réseaux comme les grandes régies publicitaires. Exactement. Voilà, c'est ça. On va acheter de la publicité. Vous achetez de la publicité, sauf que vous n'allez pas faire de la publicité. Vous allez faire des enquêtes en ligne et vous allez faire des enquêtes de... La publicité, elle est juste faite pour promouvoir l'opportunité de donner un avis. Et non pas pour promouvoir une paire de baskets. Et donc, quelle forme ça peut prendre, ça? C'est-à-dire que... parce que quand même, pour l'attirer, il faut quand même promouvoir une paire de baskets. C'est la paire de baskets qui va l'intéresser, votre cible. En fait, on va proposer à notre cible de s'exprimer sur le choix, par exemple, sur la co-construction d'un produit de basket. Là, je pense à une étude qu'on fait sur de la lingerie, où on mobilise les 17-21 ans, cibles très précises, en France, en Europe, en Belgique, historiquement des cibles qui sont impossibles à toucher. On leur propose de participer à la définition du futur produit de lingerie qu'elles vont utiliser. Ouais, mais ça, c'est presque trop facile, ça. Co-construire un produit de lingerie, là, tout le monde veut participer à des enquêtes pour construire. Il faut rentrer dans la cible. Et c'est ça, il faut rentrer dans la cible et avoir suffisamment de répondants. Parce que des cibles aussi précises, avant, on pouvait le faire en focus group avec 12, 30 personnes, grand max. Mais logistiquement, c'est très compliqué, c'est cher, et on n'a pas un échantillon très représentatif. Là, avec notre nouvelle méthode, parce qu'on a construit vraiment une solution qui nous permet d'échantillonner en gros en temps réel sur les réseaux sociaux à travers ces dispositifs publicitaires, on est en mesure d'avoir des échantillons robustes qui permettent de prendre des décisions, de vraies décisions fiables, puisque basées sur un nombre suffisant de répondants. Et pour être clair, votre savoir-faire, c'est la constitution des questionnaires. Votre savoir-faire, c'est en fait savoir comment s'adresser à cette population particulière et faire en sorte qu'elle réponde, qu'elle soit active sur le message que vous lui envoyez. Notre savoir-faire, il est double. On a un savoir-faire classique d'institut, puisqu'on a des personnes dans l'équipe qui viennent d'instituts classiques, donc qui sont parfaitement au fait de l'accompagnement de nos clients pour construire une stratégie d'enquête, formuler un questionnaire et le scénariser, construire un plan d'analyse qui va déboucher sur des insights percutants. Mais notre deuxième savoir-faire, et c'est là où on se distingue, c'est qu'on a développé une solution qui nous permet de faire de la publicité en grande masse sur les réseaux sociaux pour recruter en temps réel les répondants selon la cible que l'on veut avoir. Que ce soit une cible B2B ou B2C, on est en mesure toujours d'obtenir des échantillons suffisamment représentatifs. Bon, et ça peut avoir des implications. Donc, c'est très intéressant quand même, vous l'avez dit très très vite au début là, mais c'est ça qui m'a intéressé. C'est-à-dire que je crois que vous veniez de vous installer et vous constatiez que dans la rue où vous étiez installé, il y avait plein de magasins qui étaient fermés en fait, ouais. Ce qui est très triste. Ouais. Et c'est là qu'a germé l'idée. C'est là qu'a germé pour l'idée. que ces magasins rouvrent. Exactement. Et vous comprenez bien la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Je me dis qu'il y a là quelque chose d'intéressant à creuser. Ouais, tout était né d'ici. Je vivais dans le 19e. Je venais juste d'arriver dans le 19e à Paris. Et là, plein de commerces qu'ouvraient, qui fermaient, un turnover important. Ouais, c'est ça. Et là, je me suis rendu compte moi qui aime beaucoup passer de temps dans les commerces, j'étais un peu désœuvré et j'ai cherché à comprendre encore. Je travaillais, je faisais encore du conseil à l'époque. Le soir, je faisais un micro-trottoir, j'interrogeais les gens. Est-ce que vous alliez dans ce magasin qui vient de fermer? Pourquoi Sans pas déconner, mais pour votre compte à vous, il y avait aucun... pour mon compte. Et je me disais quand même, au fur et à mesure de tous ces échanges, il y a quand même pas mal de données hyper intéressantes qui aurait été bien utile pour tous les commerces et les enseignes qui sont implantés et qui, au final, ont mis la clé sous la porte au bout de quelques mois. Et donc, j'étais encore je travaillais encore et j'ai contacté des enseignes, des bailleurs, parce que on a un vrai sujet aussi avec les bailleurs, mais bien sûr, les promoteurs et les foncières. Et je me suis rendu compte que les données locales, en fait, n'étaient pas exploitées, puisque les décisions d'implantation étaient reposées sur des données INSEE, des données de flux, mais pas du quali en grande masse à l'échelle d'un quartier. Et grâce aux dispositifs sur les réseaux sociaux qu'on a développés au fur et à mesure, on permet justement aux foncières, comme Citrus de Auchan, Apsis ou des promoteurs comme Bouygues, de pouvoir travailler ces enjeux locaux
Et au fur et à mesure, on a élargi avec des marques comme Lidl, je vous parlais de Undies. Et d'ailleurs, il va venir nous voir, Maurice Bancel, le patron d'Apsys, dans à peu près 15 jours. Alors pour le coup, on va largement parler retail, mais c'est fascinant parce que ces foncières, enfin, les investissements sont considérables quand vous montez, aujourd'hui, des centres commerciaux, mais même des immeubles avec des pas de porte. Aujourd'hui, par exemple à Paris, région parisienne, sont aujourd'hui. Et on a l'impression que c'est professionnel et ultra professionnel la façon dont les commerces sont choisis. En fait, non. Vous me dites c'est au doigt mouillé, tiens, ça marche là-bas, ça devrait marcher ici. J'irais pas dire que c'est pas professionnel. Pour des réseaux restreints, il y a effectivement beaucoup de coups de cœur, beaucoup de flair. Après, pour les réseaux plus importants, pour les foncières, ça reposait historiquement sur des données de flux d'INSEE très macro. Mais parce que les données locales n'étaient pas disponibles facilement. Ouais, et c'est justement la méthode qu'on a pu mettre en œuvre qui a apporté un nouveau jeu de données qui permet de répondre à ces besoins pour tous ces clients. Et on n'est pas borderline, j'insiste là-dessus parce que ça me fascine, on n'est pas borderline par rapport à la... À RGPD ? Ouais, à la privacy des données personnelles. Non, parce que... Alors, pour tout comme vous dites, mère de 2 enfants, habitant, j'en sais rien, moi, rue de la Roquette. Mais parce qu'on a ça commence à être chaud, quoi. Mais on n'a aucune donnée nominative sur la personne, on ne pourra jamais remonter jusqu'à elle, hormis si elle nous donne, avec son accord, avec un opt-in, certaines données sensibles, comme l'adresse ou l'adresse postale. Là, c'est du déclaratif. Mais en aucun cas... Et vous avez un dispositif comme ça, avec des éléments de cashback, par exemple, si vous me donnez votre adresse et si je peux affiner encore plus la paire de baskets qu'on va faire ensemble, vous l'aurez gratuite ou des choses comme ça ? Non, pour le coup, c'est une de nos convictions. Le cashback, la récompense, pour nous, c'est un biais important. Ouais. Donc nous, grâce au ciblage qu'on arrive à faire, qui est très précis, on arrive à solliciter l'avis des gens, à interpeller les gens avec des sujets qui les concernent. Et du coup, ils sont engagés naturellement. Et il n'y a pas de récompense. Et c'est vraiment un autre motif, c'est qu'on considère que donner de l'argent pour que quelqu'un nous donne son avis, ça va induire un biais. Tu as raison. Et c'est pour ça que on pousse pour que la donnée soit la plus fraîche et la plus spontanée possible. Avec notre solution d'échantillonnage. Bon, l'idée, c'est les commerçants peuvent s'appuyer là-dessus aujourd'hui. Enfin, l'ensemble des réseaux qui réfléchissent, par exemple, ils peuvent s'appuyer sur Made in Vote pour essayer. Ouais, ils le font. Voilà. Ils le font. Ouais, on travaille avec des grands retailers. Tous on souhaite ça finalement, qu'il y ait effectivement le commerce de centre-ville. C'est pas un sujet de mon Dieu, la grande distribution, ceci. Non, tous on souhaite ce dynamisme aujourd'hui et il peut y avoir mariage des deux. Évidemment qu'il doit y avoir mariage des deux. Mais de plus en plus, que ce soit les grands réseaux de retail ou même les collectivités font appel à nous. Par exemple, je pense à une étude qu'on vient de terminer pour 50 ans en Yvelines, où on a sur la zone de Paris-Ouest, qui est un grand centre commercial sur 50 ans en Yvelines, qui est à côté de Paris. On a mobilisé l'avis de toutes les personnes qui étaient clientes, mais également les non-clients, puisque via les réseaux sociaux, on est en mesure de toucher ces non-clients et de les intéresser. On a mobilisé leur avis de la même manière qu'ils qu'ils co-construisent entre guillemets le centre commercial idéal qui les inviterait ensuite à venir choper. Choper à tous les sens du terme. Guillaume David, le CEO de Made in Vote, c'était notre invité sur Guillaume David, Made in Vote sur Sud Radio. Les amis, on se retrouve demain. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Stéphane Soumier avec Bismart, 19h30, 20h.